Nous vivons sur une île placide d'ignorance, environnée de noirs océans d'infinitude que nous n'avons pas été destinés à parcourir bien loin. Les sciences, chacune s'évertant dans sa propre direction, nous ont jusqu'à présent peu nui. Un jour, cependant, la coordination des connaissances éparses nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur le réel et sur l'effroyable position que nous y occupons, qu'il ne nous restera plus qu'à sombrer dans la folie devant cette révélation ou à fuir cette lumière mortelle pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel obscurantisme. Cette citation de Howard Philip Lovecraft résume bien l'un de ses thèmes principaux de ses œuvres, c'est-à-dire l'horreur cosmique ou le cosmicisme. Et c'est l'inspiration principale pour la menace du film, l'Orbe. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Derrière les briques, la série où on analyse le film Galaxy Abyss, le crépuscule des loups. Et donc, comme vous en doutez, aujourd'hui on va parler de la menace principale du film, à savoir l'Orbe. Lorsque je me suis rendu compte à la conception du scénario que j'allais retomber dans un système assez similaire que les trois précédents films, c'est-à-dire une menace qui va détruire l'humanité, il fallait apporter un nouvel élément à cette menace. Et c'est là où je me suis vraiment tourné vers l'idée de l'horreur cosmique, un thème que je ne connaissais mal et donc je me suis renseigné, et qui m'a beaucoup inspiré pour justement écrire cette orbe. Le thème principal que j'ai extrait de cette thématique, c'est l'insignifiance de l'humanité. L'idée, c'est d'avoir ainsi une menace avec laquelle on ne peut pas communiquer et qui nous dépasse complètement. On ne connaît pas ses intentions, on ne sait pas si elle est pacifique ou agressive. Tout ce qu'elle sait, c'est que, de notre point de vue, elle nous est nocive. Et ce qui est intéressant avec ce genre de menace, c'est que ça ressort certains sentiments et un certain ton au film qui, je trouve, est très excitant. Cette notion de quasi-fatalisme, en fait, on le retrouve bien dans le genre que justement j'ai voulu mettre en avant dans ce film, qui est le genre catastrophe. L'impossibilité de communication et donc une certaine neutralité en quelque sorte de cette orbe permettait d'apporter une véritable zone de gris entre les différentes factions. C'est ainsi ici qu'entre le conflit de Brandy face au questionnement de cette orbe. Sont-ils pacifiques, agressifs? Commettons un génocide si on détruit cette orbe? Tous ces questionnements qui se découlent grâce à une menace très obscure, où la notion de bien et de mal est floutée. D'un point de vue visuel, l'orbe a beaucoup évolué. Dans un premier temps, j'avais repris justement ce qu'on pouvait retrouver dans l'horreur cosmique, c'est-à-dire une forme avec des tentacules et qui joue beaucoup sur les courbes et sur l'aspect mouvant, inspiré des animaux que l'on peut trouver dans les fonds marins. Rapidement, je suis arrivé à cette idée d'orbe avec des tentacules, en fait, donc mélanger cet aspect circulaire à l'aspect spirale des tentacules, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup sur cette notion visuellement de cycle, de boucle et de non-linéarité en fait. Les courbes infinies et donc les spirales en fait permettent de perdre les repères visuellement dans un plan. On n'a plus de direction définie avec des angles droits ou un bas, un haut et une gravité qui nous est très familière. Ces tentacules de l'orbe devaient participer à la destruction des planètes. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas.
par rapport à la notion de neutralité de l'orbe. Comme on a dit juste avant, l'idée c'est vraiment d'avoir une menace où on ne connaît pas ses intentions. Et en fait, à chaque fois que j'impliquais les tentacules dans le scénario, il y avait une notion d'agressivité qui ne me plaisait pas, et qui était surtout incohérent par rapport à cette notion de neutralité. C'est pourquoi je les ai totalement retirés, et on est parti sur une forme beaucoup plus, entre guillemets, familière, de cette orbe jaune-orange qui rappelle en fait en quelque sorte un soleil. Et cette familiarité, en fait, je trouvais tout, voire encore plus menaçant que si c'était une forme complètement extraterrestre. Ce qui fait par exemple qu'au début du film, on ne sait pas vraiment à quoi on a affaire. On a l'impression qu'on est face à un soleil qui va exploser. Cette notion d'objet cosmique tangible que nous connaissons au quotidien et qui peut justement se révéler menaçant du jour au lendemain, je trouvais ça en fait très intéressant, beaucoup plus qu'une forme complètement alien. Ah, qu'est-ce qu'on est bien sur cette plage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Mauvaise nouvelle, Alonso. Qu'est-ce qu'il y a, Enzo? Je crois qu'on va devoir réduire notre perme. C'est une alerte? Oui, c'est une alerte. Et pas n'importe laquelle. Ouh là là, Enzo. Je commence à flipper un petit peu, là. Une alerte quantique. Oh non, pas une alerte quantique. J'ai jamais fait ça, moi. T'inquiète pas, tout ça sous mon aile. Ça va bien se passer. Allez, le devoir nous appelle. Faut y aller. Oh là là, c'était pourtant c'est bien la plage. Allez, on y va. Le retrait de ces tentacules a eu des conséquences sur certaines scènes du scénario. Je pense que la plus visible, justement, c'est la scène sur Pandarium 3, que l'on avait évoquée précédemment, où, en fait, les tentacules devaient détruire les plateformes et permettaient, en fait, le tangage de là où Bobby et Ginny sont en difficulté. Donc, en supprimant ces tentacules, en fait, j'ai rajouté la scène des satellites. Et je trouve que c'est un bon compromis, parce que j'aime beaucoup cette idée des satellites qui deviennent la menace sur Pandarium 3 alors que c'est un objet du quotidien qui n'est pas menaçant au premier abord. Il y a quelques aspects de l'orbe que j'ai essayé d'introduire visuellement mais que j'ai pas forcément beaucoup insisté, notamment l'effet de gravité qui était un peu plus présent dans ma première idée de scénario. Cet effet de gravité, il est une fois plus visible au niveau des satellites, où en fait au moment où l'orbe se rapproche de la planète Pandarium 3, les satellites perdent leur gravité et viennent s'effondrer sur la planète. Il y a aussi toute cette notion de chaleur qui est en fait surtout montrée dans la scène où Brandy fonce droit vers l'orbe, parce qu'en dehors de cette scène là en fait, malgré le jaune-orange que justement on associe nous à la chaleur, il y a à aucun moment c'est suggéré que cette orbe est chaude en fait. On l'associe automatiquement face à notre connaissance des étoiles et du soleil et du feu. J'aurais pu justement contredire et surprendre le spectateur en introduisant l'inverse, qu'en fait cette orbe elle est glacée, mais bien sûr ça rentrait en contradiction avec le thème du feu que j'ai déjà évoqué précédemment. On va maintenant parler de l'autre côté de l'orbe, c'est-à-dire techniquement à l'intérieur de l'orbe, même si j'aime pas forcément parler à l'intérieur de l'orbe parce qu'on est plus sur une sorte de dimension parallèle lorsque Brandy rentre dans l'orbe, comme expliqué dans le film. Cette rencontre entre l'incarnation du peuple de l'orbe par une femme et Brandy est inspirée de la fin d'un film que j'aime beaucoup, Contact de Robert Zemeckis. Thématiquement, on est assez proche dans cette idée de réincarnation d'une espèce extraterrestre dans un corps humain. Je veux pas trop en dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu Contact. Voyez Contact, c'est un super film de SF. Vraiment. Ça pose de très bonnes questions et c'est super cool. Et visuellement, je me suis aussi inspiré d'un film que j'aime beaucoup, Annihilation. Notamment d'un point de vue sonore avec ceci. Qui revient à chaque fois que l'orbe apparaît. C'est un pur leitmotiv en fait. Mais aussi dans le visuel intérieur de l'orbe, qui est assez inspiré justement de la fin de Annihilation, où là encore, je ne vais pas trop en dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu ce film.
que j'aime beaucoup aussi. Salut à tous, bon retour sur MGD React, la chaîne YouTube où on réagit sur toutes les dernières vidéos tendances de YouTube. Aujourd'hui, on va regarder la dernière vidéo de MGD Production. Oh yeah! MGD React. Oh yeah, oh yeah. Allez, c'est pas 1h47? Non mais je vais pas faire une vidéo d'1h47. Le mec il a mis une vidéo d'1h47 sur YouTube. Mais il est complètement taré. Moi je vais pas faire mon taux d'audimat avec 1h47. Les gens ils vont... Je vais faire un watch time pourri. Faut des vues, moi j'ai pas fait un truc... Bon il a fait quoi d'autre? Ah tiens, une nouvelle série. Oh ça dure 10 minutes, ça va, c'est mieux. 10 minutes c'est max, hein. Les gens ils arrivent pas à rester concentrés plus de 8 minutes alors. Une série podcast making of. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Derrière les briques. Ok, bon, on va réagir sur ça, on va faire une vidéo sur ce qu'il a fait. Salut à tous, bienvenue sur MGD React. Aujourd'hui on va réagir à Derrière les briques, une nouvelle super série de MGD Production. Ça s'annonce d'enfer et c'est un making of du film de 1h47. Oh là là, mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu peux pas faire des vidéos des petits gags humoristiques, des petites vidéos qui marchent là de 3 minutes? Moi je peux pas faire du contenu si tu fais pas du contenu. Bon bah c'est pas grave, on va comme réagir à cette série hein. Allez c'est parti, on va regarder la vidéo d'introduction qui dure 2 minutes et on va enchaîner sur l'épisode 1. Parce que bon, un épisode de 2 minutes c'est quand même pas très long. Allez on y va, c'est parti, let's go. Dans un premier temps j'ai pensé que la personne qui allait apparaître allait être Soraya. Le peuple allait prendre quelqu'un auquel Brandy était attaché et donc allait s'incarner sous la forme de Soraya. Je l'ai pas fait pour plusieurs raisons. Je dirais que la principale, c'est qu'il y a quelque chose auquel j'ai été assez attaché, c'est que au moment où Soraya décède, je ne voulais pas qu'on la revoie sous n'importe quelle forme, que ce soit en flashback ou sous cette forme-là. Je trouvais que c'était d'autant plus impactant que au moment où elle meurt, donc au niveau du tiers du film, elle disparaisse complètement. Et en plus de ça, ça crée des moments un peu bizarres, notamment où quand Brandy pointe son arme vers elle, je trouve qu'il y a quelque chose qui marchait pas en termes de dynamique de personnage. Donc le fait de juste mettre une femme qui n'a rien à voir d'un aspect visuel au passé de Brandy, je trouvais ça plus fort. Les sortes de ruines que l'on voit vers lesquelles se dirige Brandy pour se faire téléporter dans une autre dimension, c'est quelque chose que je pense que je me suis inspiré indirectement des séries Geist et Geist, Gravity Hunters in Sweden et Gravity Hunters in Sweden 2, que j'aimais beaucoup, de mélanger un peu des inspirations anciennes, donc l'idée de ruines, donc de civilisation disparue ancienne, à quelque chose de beaucoup plus proche du registre du fantastique et de la science-fiction. Donc ces aspects mouvants que l'on voit en fait autour, qui est plus ou moins le dôme qui entoure ces ruines. On va finir cet épisode en faisant un petit point technique, parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire qui sont très intéressantes, qu'on va pouvoir relier en fait à d'autres aspects un peu plus larges que l'orbe. Jusqu'à l'épisode 3, toutes les planètes en fait, et tous les plans spatiaux en général, j'utilisais des fonds que je trouvais sur Google Images, de la planète Terre ou de l'espace, etc. Et par-dessus, je mettais le vaisseau en écran vert, que je supprimais l'écran vert et je le faisais déplacer en 2D. Donc tous les plans dans l'espace, tous les plans en général, étaient en fait un assemblage de photos. Donc on était sur des plans 2D. Et dans celui-là, j'ai pour la première fois introduit des véritables plans 3D faits sur After Effects. Plan 3D, je m'explique, en fait, c'est l'idée d'avoir une caméra dynamique, d'avoir une caméra qui peut se déplacer dans les 3 sens, et d'avoir des objets sur lesquels on peut déplacer notre caméra virtuelle. Ici, en l'occurrence, des orbes. Ainsi, toutes les planètes que l'on voit dans le film, l'orbe comprise, ont été faites de la même manière. Donc en fait, je peux vous le dire, c'est un plugin qui est gratuit sur After Effects qui s'appelle Orb, je crois, de CC Copilot, qui est un plugin absolument génial, qui permet justement de créer des orbes et de par-dessus mettre plein de textures différentes pour créer des planètes. C'est pour ça que la Terre, je trouve, est très bien faite, c'est parce que j'ai suivi à la lettre le tuto
pour faire une simulation de Terre. Donc quand on a créé justement cette orbe, ou ces planètes, on peut déplacer sa caméra et faire des plans intéressants. C'est pour ça que les plans les plus stylés de l'espace, c'est quand on voit les planètes et quand on zoome, on dézoome, on a vraiment cette sensation de planètes qui arrivent, qui se rapprochent et qui s'éloignent. Parce qu'en fait, on est dans des véritables plans conçus en 3D. Et on n'est pas sur des zooms comme on pourrait l'être pour tout ce qui est vaisseau Lego, où eux, on reste sur des plans 2D. C'est sûrement d'ailleurs le plus gros progrès technique que l'on a sur la saga, cette introduction de plans en 3D, qui n'est pas réservée que aux plans où on voit les planètes. Je pense notamment à la bataille spatiale, où même si on est sur des images en 2D, donc tous les vaisseaux faits en Lego, on a ce déplacement de la caméra dynamique. Donc en vrai, je crois que l'appellation, on est sur une 2.5D. Donc on est sur des éléments 2D que l'on fait bouger dans un environnement 3D. Je trouve que ces plans en 3D avec les planètes, visuellement, c'est l'une des réussites du film. Je trouve que l'orbe, par rapport à l'idée que j'avais, rend très bien à l'écran. Surtout dans cette notion de rapport d'échelle entre l'Enterprise et l'orbe. Et les plans en contre-jour, en mode clair-obscur, que j'ai déjà évoqué dans un épisode précédent, je trouve fonctionnent visuellement très bien. Mais, plus sérieusement, quand on y pense, cette orbe, ça ressemble quand même vachement à une... Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Derrière les briques. Encore désolé pour les interférences, j'ai vraiment essayé de les enlever mais je sais pas, ça persiste, ça revient. Donc j'espère que pour le prochain, vraiment, il y aura plus ça. Je suis désolé, c'est mon premier podcast et je sais pas du tout ce qui se passe. Donc je vais vraiment essayer de prendre mon temps pour étudier la question, pour vous offrir quand même un épisode un peu plus présentable la prochaine fois. Sur ce, j'arrête là, les trucs sur YouTube là, ça me saoule vraiment. Salut!